Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jangardi, avec qui on va parler de l'histoire des gangs en Haïti. Et c'est toujours avec plaisir qu'on accueille Adi Jangardi sur le plateau. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Et c'est pour un véritable plaisir d'être ici avec tous les frères et sœurs et les compatriotes et surtout les auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Parler des gangs, est-ce que c'est parler de l'actualité aujourd'hui? C'est l'actualité, mais en même temps, c'est l'histoire. Parce que normalement, les gangs sont apparus en Haïti à partir de la mort de Jean-Jacques Dessalines et automatiquement après l'affaire du Pont Rouge, on a commencé par voir pulluler des gangs à travers le pays et les plus connus dont les noms sont parvenus à l'histoire à la nouvelle génération, Malfait, Malfou par exemple, et ces gens avaient bloqué le sud et il fallait, pour aller vers le sud, pour aller vers le sud-est, Jacmel est passé directement par Martissan et c'était bloqué par Malfait et Malfou et c'était bloqué aussi la route du nord parce qu'il y avait aussi d'autres gangs qui pullulaient dans cette région et donc le pays était découpé et quand Alexandre Pétion a fondé la République, et ceci nous sommes en 1807, alors automatiquement on a connu des problèmes très graves de morcellement du pays, une partie dans le sud avec un nouveau gouvernement que les gangs avaient installé un président à Jérémie et c'était certainement Jean-Baptiste Gauman et à partir du nord le problème allait se poser et la guerre entre Pétion et Christophe allait devenir très très difficile car il y a eu un moment jusqu'à par exemple la zone de Damiens aujourd'hui était bloquée pour ce gouvernement. Alors quand Pétion est mort en 1818, alors un nouveau président est arrivé avec un plan contre les gangs. Ce président brillant d'ailleurs s'appelait Jean-Pierre Boyer. Et Jean-Pierre Boyer a décidé de mettre fin aux gangs, y compris les gangs qui avaient installé un président en République dominicaine, en Dominicanie, et c'était Núñez de Cáceres. Et le président et sa femme, Joute Lachenet, ont décidé de mettre en place un plan. Et pour le Sud, il y a eu d'abord un appel qui a été lancé à un homme de Aquin, qui est Maximilien Borgela, qui a libéré le Sud et qui a certainement retrouvé le gouvernement de Boyer en mettant fin au gouvernement des Cailles, parce que les gangs avaient installé André Rigaud. Alors, également, il est rentré directement à Jérémie et c'est là qu'il a vaincu Jean-Baptiste Gauman. Il a rattrapé, donc, d'une certaine manière, le sud, le sud-est et également une partie de l'ouest vers le gouvernement de Boyer qui se battait contre les gangs. Alors maintenant, la guerre va être très forte, et ceci avec Augustin Souffrant. Et Augustin Souffrant va libérer le nord, et toute la partie de Damiens jusqu'à Saint-Marc a été libérée par Augustin. Et c'est cet homme-là qui va certainement rencontrer le général Pierrot, le futur président, et ils vont libérer le nord. Et là, il y avait un président, c'était le roi Christophe, qui était devenu roi et qui voulait même un Commonwealth à l'époque avec l'Angleterre. Alors là, on a chassé la question anglaise, on a chassé aussi la question française et il a poursuivi la guerre, cette fois-ci avec le général Pierrot vers ses domaines pour pouvoir récupérer la partie de l'Est et permettre à ce que le pays soit dirigé par un seul gouvernement. Il n'y avait pas de gang. Alors après le départ de Boyer en 1843, alors automatiquement les gangs sont réapparus. Et il y avait un président au pouvoir, et ce président était un pasteur protestant, et M. Richer. Alors le président Richer a laissé faire les gangs qui bloquaient encore le pays. Et c'est le président haïtien Soulouk qui va, dès qu'il est élu président, qui va mettre sur place un nouveau plan contre les gangs pour permettre au pays d'avoir la sécurité, pour avoir également la paix et lui permettre de rester au pouvoir pendant 11 ans. Alors, le pays est resté très calme. On a senti à nouveau un retour des gangs avec Florville Hippolyte.
Et c'est là qu'il s'est battu contre ceux qui finançaient les gangs. Il y a eu des massacres, il y a eu des gens qui sont morts, surtout du parti, des gens qui étaient des libéraux, des généraux, des hommes d'affaires et aussi des membres des gangs et qui ont été balayés. Et ceci va permettre au pays de respirer jusqu'à l'arrivée du président Lysius Salomon Jeune. Alors Salomon Jeune, quand il est arrivé au pouvoir, on a essayé à nouveau de placer des gangs partout, mais lui, il a eu une politique mystique. Alors il a négocié et vendu les gangs, et ceci à Agoué, à la mer. Et beaucoup d'entre eux, des chefs de gang, mouraient. On les trouvait morts et ils les frappaient autrement par les sociétés secrètes. Et alors là, cette guerre a été menée pendant un certain temps et a permis au président Salomon de rester également au pouvoir pendant toute cette période, pendant 11 ans. Après son départ pour l'exil, le pays est resté un peu calme jusqu'à maintenant le retour sous les gouvernements provisoires, le retour des gangs et cette fois-ci des cowboys et des gens qui terrorisaient la population. Et c'est là que Charles Maille Peralt, dont sa sœur était la femme, la première dame de Zamor, le président Zamor. Alors ils ont monté un mouvement contre les gangs dans le nord et le sud. Et c'est là qu'après quelque temps, l'un des chefs de ce pays, William Guillaume Sam, va être tué et les Américains vont débarquer. Les Américains arrivent en 1915. Ils trouvent également une situation difficile. Et évidemment, ils confondent tout le monde au CACO, et même les chefs de gang, ceux qui n'avaient rien à voir, car les CACO étaient des révolutionnaires dirigés directement par Charlemagne Peralt. Et c'est là que certainement les Américains vont essayer de réinstaurer la corvée pour avoir le contrôle des gangs et pour pouvoir créer, si vous voulez, une certaine sécurité dans le pays. Mais malheureusement, les Américains ont fait des massacres racistes, dont le massacre de Marche à Terre. Et c'est là que la population s'est réunifiée. Il y a eu des intellectuels, pas beaucoup, des journalistes comme Sénio Vincent, qui sont mis ensemble et pour chasser l'Américain. Et ils l'ont chassé à la fois en contrôlant le pays, restaurant la sécurité dès 1929. Alors il y a le président provisoire, M. Roy. Quand il est arrivé, il a dit, bon, moi, pour ne pas avoir l'insécurité dans le pays, les problèmes, il faut des marches religieuses. Et il y a eu une marche catholique imposante menée directement par le président, et ceci pour restaurer la sécurité. Et les protestants n'étaient pas encore très forts dans le pays, mais c'était une marche catholique, avec les évêques catholiques. Alors, quelque temps après, Vincent est devenu président, Vincent est resté au pouvoir, il a fait 2 mandats. Et le 3e mandat, il n'a pas voulu renouveler. Il a fait des élections libres. Et à l'époque, c'est certainement le président Lescaut qui est arrivé au pouvoir. Et là, les gangs ont recommencé à créer des problèmes dans le pays. Et c'est là que Lescaut, pour faire face à l'insécurité, a créé directement lui-même les chefs de section. Et les chefs de section contrôlaient les zones, les régions, et la paix a été restaurée. Alors, en 1946, arrive un paysan, c'est un homme brillant d'ailleurs, qui était du Marseille estimé, et qui a dit, pas question sous mon gouvernement d'avoir des gangs, la sécurité, il faut rétablir la paix dans le pays et le développement. Il a créé un pays moderne, et cela marchait bien jusqu'à ce qu'on décide, et il a payé aussi l'aide, la dette de Borno, du président Borno. Il a payé les $30 millions aux Américains, il a lancé la figue banane, il a fait des réformes extraordinaires, et on a trouvé que, justement, il menait un gouvernement populaire. Et là, il y a eu un complot qui a été mené par le président Paul-Eugène Magloire. Et là, il a laissé le pays, il est parti directement vers les États-Unis et ensuite vers l'Europe. Et après, il est mort. On l'a retrouvé mort, malade. Alors là, François Duvalier va retrouver, dans le cadre d'une série de gouvernements provisoires, une situation d'instabilité, de corruption et une situation d'insécurité. Et lui, il va créer, dès son arrivée au pouvoir en 1957, contre les gangs, il va créer les VSN, les volontaires de la sécurité nationale. Les VSN, qu'il va malheureusement changer en force d'appui contre le communisme, et il va créer donc un mouvement contre les gangs d'abord, mais ce mouvement va considérer les communistes comme des chefs de gang, ce qui est dommage. Et c'est là que justement
Les VSN sont devenus les tontons macoutes, haïs et détestés par la population. Jean-Claude Duvalier, quand il est arrivé au pouvoir, remplaçant son père, il a dit pas question également de laisser les gangs prendre en main son pays, entre guillemets, le pays d'Haïti. Et c'est là qu'il va demander à l'armée de créer ce qu'on appelle le service anti-gang. Le service anti-gang qui était là à la police nationale, surveillait les gangs, surveillait. Donc l'État haïtien a pris des initiatives. Et je crois que c'est extrêmement important de souligner ce qui s'est passé. L'on est là aujourd'hui, il peut toujours dire, bon, tout le monde va comme ça, j'aime comme ça. Mais on a une histoire. C'est ce qui veut dire en 2024, on aura 220 ans d'indépendance. Et dans toute l'histoire, on sait qu'il y a eu des mouvements contre l'indépendance et contre notre dignité de peuple. Et ceci a été toujours contré par l'État, par les Haïtiens conséquents et par ceux qui dirigeaient le pays. Et non pas pour se laisser diriger par des gangs, mais pour les contrôler et les éliminer. Merci à Jean Gardy. C'est quand même un bel exposé. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je retiens pas mal de choses. J'ai pu comprendre que l'histoire, effectivement, comme on l'a dit, est un perpétuel recommencement. Haïti a été donc à plusieurs reprises morcelé, balkanisé même en quelque sorte, si j'ose le dire, puisqu'il y a toujours eu des gangs qui tentaient de contrôler des territoires. Bien sûr. Reste à savoir, est-ce que c'était pour les mêmes causes, les mêmes intérêts? Je ne pense pas, et je ne crois pas. Et dans votre exposé, j'ai pu aussi déduire, à Jean Gardy, qu'à un moment donné, des politiciens et des hommes d'affaires finançaient le fonctionnement des gangs. C'est évident. Aussi. Mais il y a un petit détail qui a aussi retenu mon attention. C'est une façon atypique de résoudre le phénomène des gangs. Vous avez dit, et je reprends, qu'on savait vendre les gangs à Metagoué. C'est une décision. Est-ce que c'est une formule qui a marché? Évidemment, vous avez dit tantôt qu'on les retrouvait morts, et qu'on les retrouvait morts un peu partout. Est-ce que c'est une formule qui a marché? Écoutez, à l'époque, je pense qu'il est extrêmement important de savoir que les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle capital dans la sécurité de ce pays. Le mot CACO de 1915 a été repris à CACO, une société secrète de l'époque de Toussaint Louverture. Et cette société secrète avait pour rôle justement de contrôler les départements et les zones pour empêcher justement qu'il y ait une résurgence de gangs ou d'ennemis de la patrie. Car souvent, nos ennemis ne sont pas seulement les ennemis de l'extérieur, mais aussi des ennemis de l'intérieur. Et car quand on a créé ce pays, en 1804, on a aboli l'esclavage à travers le monde. C'est ça que veut dire Haïti. Haïti veut dire abolition de l'esclavage. Et il y a des gens à l'intérieur qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient rester esclaves et qui ne voulaient pas qu'on soit indépendant. Alors ils ont été balayés, et balayés dans tous les sens, et par les sociétés secrètes, les CACO ou encore ce qu'on appellera plus tard sociétés secrètes dans le pays, et qui bordaient le pays, on les surveillait, et on se disait aussi qu'on abolit l'esclavage. Pour nous, on ne sera plus esclaves, et le monde entier, il n'y aura plus d'esclaves. Donc il faut faire attention. Faire attention aussi à ne pas confondre CACO tout de suite après 1804 non, et les nègres marrons. Non. Les nègres marrons, c'est l'histoire qui est liée à 1503, quand les premiers Noirs esclaves sont arrivés d'Afrique. Alors là, il y a eu beaucoup de nègres marrons dans toute l'histoire d'Haïti jusqu'à Toussaint Louverture. Et ce sont ces nègres marrons qui vont certainement travailler pour l'indépendance d'Haïti et forcer la France à reculer. Et il y a eu la fameuse bataille que vous connaissez de Vertières, mais avant Vertières, il y avait Bois-Caïman. Mais avant Bois-Caïman, le Bois-Caïman a été planifié, organisé. Et planifié avec aussi le sud, parce que Bois-Caïman, c'est dans le nord. Alors, il y a eu une rencontre à Léogane, et ceci 1 an avant Bois-Caïman. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut faire des recherches, connaître son histoire. Il est extrêmement pour nous de connaître notre histoire. N'oubliez pas que vous faites partie d'un pays extrêmement important. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne connaît pas ceux qui sont là. Vous les interviewez souvent à Le Point, mais on ne sait pas que ce pays, c'est le pays de Soloménos, c'est le pays de Calistène Fouchard.
c'est le pays de Louis-Joseph Janvier, celui qui a écrit Les Antinationaux. Et quand on demande n'importe quoi aujourd'hui, on peut connaître les ennemis de la patrie et les antinationaux. C'est aussi le pays de Tessier, l'ancien directeur du lycée Pétion, qui était avec, bien entendu, au temps de l'occupation américaine et qui était avec Sténio Vincent. C'est également plus près de nous, le pays de Price-Mars. Et Jean Price-Mars, c'est aussi le pays de Saint-Lô. Et je ne pourrais pas assez citer des noms. Tous ces gens-là ont laissé pour nous des exemples où ils ont pris des initiatives pour protéger la patrie, protéger le pays. Et c'est à la fois l'ancienne école et la nouvelle école pour la nouvelle génération. On ne peut pas abandonner ce pays. On ne peut pas se croiser les bras. Et moi, je suis très content, une fois, vous avez interviewé ici quelqu'un qui est le père à Maisonneuve, Jean Gardy, qui a dit « cesser la résignation ». Entrer dans la résistance. Je crois que c'est extrêmement important, cette résistance. Il faut résister également à tout le monde, y compris aux ennemis de la patrie. Certains deviennent présidents ou premiers ministres. Et le camp antinational est toujours là. Et je pense qu'il faut absolument, pour aimer ce pays, prendre des initiatives et se battre pour permettre à ce pays de se renouveler et prendre les exemples du passé, comprendre l'histoire pour essayer d'empêcher ce qui peut bloquer ce pays et nous faire revenir encore à l'esclavage. Surtout, j'ai pu comprendre que pour lutter contre les gangs armés, pour lutter contre l'insécurité, tous les moyens étaient bons. Oui. Tous les moyens étaient bons, on vendait les gangs, on marchait aussi pour la paix. Et c'était les catholiques. À quoi vous pensez? Je pense qu'il faut absolument dans ce pays les trois mouvements. Car il y a la liberté religieuse et le pape il faut dire que le pape Paul VI avait lancé l'œcuménisme, et ce qui a permis au vaudou, par exemple, de survivre, et aujourd'hui, on ne peut pas encore retourner dans le déchoucage d'une religion populaire. Et je pense aussi qu'il faut que le protestantisme joue son rôle, qu'il y ait des marches, des prières, et que les catholiques aussi fassent leur travail. Si on demande aujourd'hui des marches catholiques, il y aura des milliers de personnes, car ce pays aussi, il est à la fois chrétien, catholique, protestant et vaudouisant. Et je pense que les trois éléments doivent se rencontrer pour que la paix revienne, et demande maintenant aux gangs, aux ennemis de la patrie, à ceux qui veulent nous faire revenir en esclavage ou disparaître, on leur demander de disparaître. Mais est-ce que n'ont pas déjà une forme de néo-esclavagisme avec kidnapping que gang a fait? Parce qu'on les a laissés faire. N'oubliez pas que dans toute l'histoire de ton pays, dans toute l'histoire de notre pays, il y a eu des initiatives. Et si pas d'initiative ne pourra arriver en 2024, 220 ans d'indépendance. Il y a eu des initiatives et ils ne sont pas contents de ce qu'a fait là. Ça veut dire, je parle pour ceux qui croient, il y a les forces du bien, les forces de Dieu, et il y a aussi les forces invisibles, je parle. Donc je pense qu'il faut absolument remettre ce pays sur les rails, mais il faut un chef, il faut un guide. Comme par exemple, Boukman a guidé la nation vers l'indépendance et vers l'abolition de l'esclavage. Il nous faut aujourd'hui un guide. Et là, la forme de néo-esclavagisme, entre guillemets, parce que n'oubliez pas que lorsque l'on faisait la guerre de l'indépendance et contre la colonisation et l'esclavage, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Ils voulaient rester esclaves. Et la guerre a été menée à la fois contre les Blancs et contre eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surveiller ce qui se passe pour que le pays ne disparaisse pas. Et qu'on ne demande pas à tout le monde de voyager, de partir, quitter le pays. Pour que l'on ne sombre pas non plus dans le chaos. Absolument. Mais je voudrais revenir sur ce point, à Jean Gardy. Quand j'ai parlé du néo-esclavagisme, je veux faire allusion au cas d'enlèvement. On vous enlève et on exige une rançon. On veut que vous soyez remis en liberté, mais contre rançon. Et c'est évidemment, mais moi je dirais ça, contre rançon, mais à l'époque de l'esclavage, on prenait les gens, on les plaçait comme esclaves, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est du désordre. Je pense qu'il faut absolument rétablir l'ordre, rétablir la paix et l'ordre. Qui va le faire? Et un gouvernement national, pas un gouvernement antinational. Et je pense qu'il faut, à partir de ce moment-là, respecter les conventions au niveau diplomatique. On ne peut pas improviser. On ne peut pas improviser, car ceux qui ont, nos aînés, par exemple, ont laissé des traces, ont laissé des chemins. Ils sont maintenant au cimetière, mais leurs idées ne sont pas au cimetière.
Je pense qu'il faut regarder ce qu'ils ont fait et prendre les initiatives. Par exemple, je te dirais qu'en 1942, nos aînés ont créé, par exemple, cette histoire de l'Organisation des États américains. Ils ont créé le Conseil interaméricain de défense qui prévoit des initiatives de la part de l'État chaque fois qu'il y a insécurité. Quitte à faire venir au niveau de la loi haïtienne, l'administration prévoit des accords contractuels. Tu peux avoir un contrat, disons, contractuel, déterminé ou indéterminé. Donc, ceci sous contrôle des Haïtiens. Quand le Blanc te dit, écoutez, ce sont aux Haïtiens de trouver une solution, ils ont raison. C'est à nous de prendre l'initiative, car nos aînés ont laissé la place. Il a été écrit, par exemple, la charte de l'ONU. Et dans la charte de l'ONU, on a prévu également, au niveau des conventions, quand tu y arriveras, on en parlera. Oui, on a parlé de lui tout à l'heure. Mais alors, ça me devait camper, bon, pas interrompre cela, mais de camper sur son point. Tout problème, ça, à la lumière de l'histoire, à Djangardi, tout problème d'insécurité, tout problème de gang, il a été résolu par les Haïtiens. Absolument. Même lorsque les Américains ont été débarqués, ils ont été débarqués pour venir mettre l'ordre dans des ordres parce que tu as anarchie, ils ont tué le président et autres. Et puis les Américains ont eu intérêt par eux que tu as défendu tout. Oui. Mais je dis non seulement nous montrer que nous dépassons par les événements, côté que nous pas qu'à résoudre le problème, nous, ou bien est-ce que c'est capable, nous pas capable, jusque-là. Pas qu'on est. Oui. Est-ce que nous sommes capables ou est-ce que nous ne sommes pas capables? Mais c'est nous-mêmes encore, et ceci à plusieurs reprises, qui a dit étrangers, venez de nous résoudre le problème. Non, je pense que nous sommes capables. Sauf que, nous avons une équipe qui m'a des blancs, puisque tu vis dans un pays blanc, vous voyez comment la sécurité est faite, que des blancs viennent faire pour eux, ça, ils fait la caille. Et ils mettent l'eau de la caillou, l'eau on est aux États-Unis, ou arrive en France, ou arrive dans n'importe quel pays libre, ou joindre sable en fait pour sécurité. Maintenant, les Haïtiens sont arrivés là-bas, ils viennent médecin, neurologue, ou bien monsieur ingénieur, les agronomes, ils gardent des champs blancs fait là, ils disent blanc, viennent faire pour moi la caille. Ce n'est pas normal. Parce que nous ne pas font nos pays pour nous blancs, viennent faire pour nous. Ce n'est pas eux qui ont aboli l'esclavage, c'est nous qui avons aboli. Donc, c'est pour nous prendre initiative, parce que les conventions internationales prévoient des initiatives. On n'a pas besoin de croiser. Bon, c'est parce que justement nous croisons les bras, nous laissons faire. Et si nous sortons de la résignation, nous rentrons dans la résistance, nous allons établir les stratégies contre la résignation, pour la résistance et permettre aux gens de souffler, de respirer, de marcher, de circuler, de vendre leurs produits et de pouvoir survivre. On va observer la pause. Au retour, on parlera des voies et moyens pour résoudre le phénomène de l'insécurité. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Djangardi qui est sur le plateau. Merci de l'intérêt, merci de l'attention et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Adi Djangardi est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre le phénomène de l'insécurité, le rôle des gangs armés et comment y faire face aussi. En tout cas, les autorités haïtiennes ont dû faire appel à l'étranger. Le Premier ministre, en octobre de l'année dernière, a fait appel à l'étranger pour accompagner la police nationale dans la lutte contre les gangs armés. Alors, je vous disais pendant la pause à Djangardi que longtemps, les autorités ont utilisé ça pour faire face aux gangs. Et aujourd'hui, nous retenons que dans la phase de pourrissement, situation aujourd'hui, c'est seul forces étrangères qui sont capables de rentrer et de faire face à des provisions pour ça. Absolument. Et certes, il y a des conventions qui signent pour ça. Absolument. Absolument. Je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure au début, les aînés ont fait beaucoup de travaux et nous avons également dans notre histoire réalisé des bases pour changer la situation de la sécurité d'aujourd'hui. Par exemple, la charte de l'ONU
l'ONU qui a été créée entre autres par Haïti. Alors l'Organisation des Nations Unies, quand on va dans le chapitre 10 de la Charte des Nations Unies, il est prévu qu'un État peut prendre des initiatives. Le Conseil de sécurité, devant lequel le Premier ministre haïtien s'est présenté pour demander une force robuste, et ce Conseil de sécurité a aussi il y a aussi des provisions légales. Ça veut dire les articles 36 et 37, l'alinéa 2 du Conseil de sécurité prévoit également des initiatives de la part de l'État haïtien et non pas de venir devant le Conseil solliciter et demander une intervention ou une invasion robuste. Ce que je parle d'évasion, on parle d'évasion de notre pays parce que le 6 octobre 2022, nous avons eu un Premier ministre haïtien qui s'est retrouvé devant le Conseil des Nations Unies pour demander directement, et solliciter et obtenir, disait-il dans son discours, des partenaires internationaux, de tous les partenaires internationaux, un support effectif pour le déploiement d'une force armée robuste pour le déploiement sur le territoire haïtien. Et ceci a été publié dans le journal Le Moniteur, le numéro 29. Je dis personnellement, en tant qu'Haïtien, que ceci est anticonstitutionnel et illégal. Oui, mais il n'est pas le premier à le faire. Oui, mais l'article 263.1 de la Constitution n'autorise pas une telle demande par devant le Conseil qui prévoit des initiatives locales. Alors, on ne peut pas laisser faire. C'est vrai que nous avons la PNH, mais la PNH n'a pas de moyens. La PNH, les casernes et les commissariats sont occupés par les gangs, ce qui n'est pas normal. On massacre nos policiers, ce qui n'est pas normal non plus. Et je prends... Mais d'aucuns disent que ce sont je dirais, des choses non planifiées et qui occasionnent le massacre de nos policiers. Oui. Certains policiers, à les entendre parler, s'exprimer, ils affirment pouvoir faire face à l'insécurité, mais il paraît qu'il y a des problèmes quelque part. Écoutez, lorsqu'il y a eu des problèmes en Colombie, il y a eu des problèmes similaires. Et il n'y a pas eu un président ou un Premier ministre à aller demander au Conseil de sécurité le déploiement immédiat d'une force armée en quantité suffisante sur le territoire colombien. Au contraire, ces gens ont souhaité une agence multinationale de sécurité et ceci a apporté le nom de Joint Special Operation Command. Et ça s'appelait c'est une opération qui s'appelait Heavy Shadow. Et en très peu de temps, le problème a été résolu et ils ont organisé des élections. On a aussi d'autres exemples. Non, mais Colombie, c'est longtemps, c'est plusieurs années. C'est pas le problème a été résolu. Non, mais nous parlons... Oui, nous parlons des années, à la fin des années 70 et au début, quand Pablo est parti, il y a eu un problème dans les années 70 et 80, en 1980, les trafiquants de drogue, et il y avait des gangs armés, on massacrait, on criait la sécurité, on kidnappait les gens et ça a été résolu par l'État de cette manière-là. Il faut prendre l'exemple de ce qui a été fait. Aujourd'hui, en Centrafrique, ceci est également réalisé. On n'a pas été demandé au Conseil de sécurité de résoudre le problème pour eux. Le président Faustin Archange Touadéra de Centrafrique a posé le problème. Il a fait appel à une agence multinationale de sécurité pour 3 raisons. Premièrement, cette agence aurait pu ou allait devant le Conseil de sécurité réclamer la fin de l'embargo. Car il y a eu en Centrafrique, comme pour Haïti, la MINUSTA, il y a eu la MINUSCA. Et la MINUSCA était en Afrique, Centrafrique, et l'organisation qui a été mise en place sous contrôle du ministère de la Sécurité publique a demandé, pas le président Touadéra, ni le Premier ministre, ça a été demandé directement par l'organisation, enlever l'embargo sur les armes. Ceci a permis à cette organisation de permettre au pays d'avoir des drones, des hélicoptères de combat, également tous les équipements nécessaires pour combattre les gangs. Et ceci n'appartenait pas à l'agence multinationale, car à leur départ, c'est écrit dans le contrat, ceci allait revenir directement à la police et à l'armée.
Nous avons eu... Mais je n'ai pas entendu parler de... Mais je vous donne la nouvelle. Et si vous recherchez... Non, pour Haïti parce que Haïti n'est pas dirigé par le camp national, c'est ce que je voulais dire. Et là, il faut prendre une décision nationale et comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas être membre d'organisations diplomatiques internationales, se croiser les bras et ne pas savoir comment la diplomatie aujourd'hui est dirigée. Parce que si tu veux aujourd'hui demander un déploiement immédiat d'une force armée en quantité suffisante sur le territoire national, il faut comprendre ce qui s'est passé en 2004. En 2004, par exemple, au nom d'Haïti, on dépensait, disons, 2 500 000 $ US par jour pour avoir à peu près 12 659 soldats et policiers. Les policiers avaient 3 711 et il y avait 8 940 soldats sur le territoire et on dépensait 2 500 000 US par jour. Et jusqu'à l'arrivée de Jovenel, ceci a coûté sur le dos d'Haïti près de 14 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui a été fait? Zéro. Je pense, et après, quand ils sont partis avec tous leurs équipements. La police n'a eu qu'une formation au rabais et les gens n'ont rien en main et les commissariats sont presque vides en termes d'équipement. Je pense qu'il y a eu des problèmes très, très graves. Et c'est vrai qu'en mars 2005, lorsque le premier dirigeant de la MINUSTAH, qui était brésilien, le général Augusto Heleno Ribeiro, a été devant le Parlement brésilien, il a prétendu que la France, le Canada et les États-Unis voulaient la violence. Il a refusé. C'est pas lui qui s'est donné une balle à la... Non. Il a refusé, lui. Il a démissionné et il a été remplacé directement. Il a été remplacé par Ureno da Mata. Et Ureno da Mata, lui, on l'a retrouvé mort dans sa chambre. Et parce que lui aussi, paraît-il, il n'était pas d'accord pour certains massacres demandés. Alors, évidemment, quelque temps après, la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1908 a été renouvelée. On a demandé le renouvellement et c'est là que les massacres ont commencé. Il y a eu 4000 morts à Cité-Soleil et des gangs ont été éliminés. Beaucoup de gens aussi, de civils, ont été massacrés. Et on a tiré sur eux à partir d'hélicoptères avec des M50. Et il n'y a jamais eu, dire c'était l'impunité internationale. Je crois que ceci n'est pas correct. De vouloir 2 500 000 par jour, près de 14 milliards, quand vous avez, par exemple, je prends un exemple financier avec vous, quand vous avez un soldat étranger qui débarque ici, soi-disant pour rétablir la sécurité, il reçoit 1 000 $ américains par jour. Ça veut dire en 30 jours, en un mois, il a 30 000 $. Et quand vous avez 10 000 étrangers en quantité suffisante, ça va nous faire 300 millions de dollars US. Et sur le dos d'Haïti, argent qui sera récupéré au niveau des Nations Unies auprès des partenaires internationaux. Mais si vous donnez, par exemple, à un policier haïtien 500 $ US, 500 $ US par mois, je dirais même pas par jour, par mois, ce qui veut dire que tu as 10 000, parce que normalement le nombre de policiers, nous sommes 12 000 policiers, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont profité de l'accord Biden, de près de 2 000, donc il y a 10 000. Ils sont nombreux à quitter le pays. Bon, maintenant, si tu as 10 000 policiers disons 5 000. 500 $. Disons 5 000. Non, gardons le chiffre, parce que tu vas mettre aussi des militaires dedans. 500 $, ça nous fait 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est différent des 300 millions demandés par les Blancs au nom d'Haïti. Et vous pensez que ces policiers-là, à eux seuls, pourraient faire face non, pas à eux seuls. Au grand banditisme? Non, pas à eux seuls. Avec les militaires? Non, pas à eux seuls. Il faudrait qu'il y ait une initiative haïtienne. À mon avis, la secrétaire d'État à la sécurité publique qui a été fermée par l'actuel gouvernement depuis 2 ans doit rouvrir. Il faut rouvrir la sécurité. Maintenant, ces gens travailleraient sous contrat de 3 mois. Et ceci avec une agence multinationale de sécurité, comme l'a fait le Centrafrique et comme le fait aujourd'hui le Mali. En Centrafrique, il va y avoir un référendum constitutionnel, et ceci le 31 juillet, et le Mali va faire des élections en février 2024. Je pense que justement, ça leur permet de rétablir la sécurité dans leur pays et de permettre au pays de survivre. Et je crois que pour le moment, les Nations Unies ont un argent pour la sécurité. Et ceci depuis 2022. Et aucun gouvernement haïtien, aucun homme politique haïtien, ni opposition, ni gouvernement,
n'a été demandé auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies d'utiliser cet argent à bon escient, notamment pour avoir l'Agence multinationale de sécurité. Parce que normalement, on peut le faire. Et pas seulement le gouvernement. Donc c'est un fonds, le Fonds des Nations Unies pour la sécurité? Absolument. Il y a 180 millions qui sont là. Et maintenant, si on demande un déploiement... Et pourquoi on n'a pas utilisé? Parce que simplement, vous n'avez pas un gouvernement qui le demande. Vous avez un gouvernement qui va directement à l'ONU dire aux Blancs, venez chez moi, venez en quantité suffisante. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a cherché COP Nations Unies, le secrétaire général vient visiter, et puis il dit, il y a 180 millions là, je vais mettre sous lit pour envoyer mon yo. Là, vous voulez dire que son COP qu'il a pour Haïti? Il est là pour Haïti seulement, sécurité seulement. Haïti. Et là-dedans, Canada. Mais qu'est-ce qui injecte les pays membres? Les pays membres, plusieurs pays anti-COP pour que la sécurité soit établie. Et puis nous pas acheter de drones, nous pas acheter rien. Et puis nous, dans cette situation ça. Voilà, parce que comme là, et Canada va 10 millions de dollars là-dedans. Et l'autre pays, chaque contribué aux anti-COP, mais les COP l'arrivée jeudi à 100 millions de dollars. Nous pas aller tout. Il y a une documentation sur ça? Absolument, il y a une documentation. Il suffit, sinon, il faut un ambassadeur d'Haïti à l'ONU qui est présenté. Là, un journaliste, il fait enquête, moi, je fais enquête pour me connaître combien de COP il a et quels sont les fonds donnés. Si on est l'ambassade Canada, l'abdou, oui, moi, j'ai 10 millions de dollars dans le COP PAM pour rentrer là-dedans. Et récemment encore, Canada a 100 millions de dollars pour aider d'une certaine manière. Et là, elle décide d'aller Saint-Domingue pour bailler Dominicain 20 millions de dollars. Il a fait la Kaili, mais elle préfère rentrer Saint-Domingue pour injecter 20 millions de dollars dans l'économie, alors que justement, qui a déjà 180 millions de dollars, il était capable de prendre comme ça, le fourrer dans le basket fonds des Nations Unies et permettre que le travail soit fait. Donc, on n'a rien fait. On ne demande pas. Tu n'as pas un gouvernement qui va demander, premièrement, l'utilisation de ces fonds des Nations Unies en permettant à la police d'avoir un meilleur salaire et en permettant également d'avoir des équipements, ou pas qu'acheter hélicoptère, acheter drone, ou pas capable de prendre au moins des tanks au rabais au Canada. Et un tank pas coûté comme ça, on va avoir 12 millions, ou bien 18 tanks, parce qu'un grain de tank coûte 4 millions de dollars. Donc, qui est passé dans ce jouet là? Donc, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas tous, nous ne sommes pas tous des analphabètes. Il y a des gens qui fait recherche. Pourquoi vous changez fournisseur? Donc, ce n'est pas Canada qui a venu encore, ce n'est pas la compagnie canadienne qui a venu encore. Oui, exactement. Donc, au départ, on avait donné cet argent en demandant aux Canadiens à une firme privée. Je pense que la firme privée, on a demandé, on peut avoir aussi des conseillers, on peut avoir des experts qui viennent, reprendre son caille, reprendre sur une route, ou besoin de faire highway, nous par contre faire highway, ou qu'à demander par exemple, ou un contrat à une firme internationale pour venir faire highway, et ou un problème de sécurité, parce que pas oublier en créole, ce qu'on dit, c'est que tout pied a un mési par eux. Toute bouteille a un bouchon. Maintenant, si tu as des ennemis de la patrie qui... Sauf gang pas nous qui est un bouchon. Parce que pas voulu mettre. Second gouvernement sérieux qui décide de mettre. Ça fait plus de 2 ans. Oui, on a 20 ans comme ça. Sauf qu'on ne va pas quitter le passé trop. Il faut absolument prendre des décisions parce qu'il y a ce qu'on appelle la géolocalisation et où qu'on est qui bollier. Et les routes, il n'y a pas beaucoup de routes. Pour sortir là, on parle de la Tibonite, on parle de rentrer Savien, sont seules routes droites. Donc, il est facile pour résoudre le problème non, si on décide, et même avec des drones, avec des hélicoptères, on peut craser l'hélicoptère en route, on va craser tout données, on peut prendre information géolocalisée, la nouvelle technologie de l'information. Donc, on a besoin des experts, des gens qui connaissent et qui font recherche sur les questions diplomatiques et pour connaître qui gens dirigent un pays, qui gens dirigent. Je ne vais pas demander blanc venir diriger le pays, moi, parce que là, que la personne qui demande ça s'efface. Maintenant, quand vous avez la possibilité de prendre une initiative, blanc à bas de bravo, étranger à bas de bravo, et pas quoi que nous devons chercher des boucs émissaires, ou c'est eux responsables comme ça, eux même qui fait nous vivre plus mal. Non, il faut absolument savoir comment on dirige et comment placer, même à la douane, la géolocalisation, faire un meilleur contrôle, demander douane américaine, service de Homeland Security, pour mettre des inspecteurs au niveau des douanes pour contrôler combien d'armes il y a rentré et pour gagner tout en Haïti des appareils qui gardaient au niveau de la frontière et qui contrôlaient qui ça rentrer, est-ce que c'est drogue, est-ce que c'est armes, ça lié exactement. Donc nous ne prenons pas d'initiative. Nous croisons bras nous et n'attendons pour blanc envie de faire pour nous. C'est pas normal. Donc nous avons un état, c'est pour ça que la prochaine élection sera très utile
et il faudra faire attention à ceux que nous allons voter. On fait un petit coup d'œil sur résolution qui est votée vendredi dernier à Jean Gardi, ou même vous avez choisi qui est ça, une force de maintien de paix, une force de maintien de la paix ou bien une force multinationale tout court? Nous avons choisi directement une agence multinationale de sécurité, une agence. Il existe un paquet qui existait qui est privé. D'ailleurs, le président Donald Trump, l'aime sur la guerre en Afghanistan, il était voyé une agence de sécurité. Donald Trump, vous dites? Donald Trump, Blackwater. Il était voyé Blackwater, qui après vient des problèmes, il vient changer de nom, et l'autre organisation acheté. Et maintenant, il existe, il y a des groupes qui là, et des anciens militaires, des gens qui connaissent la police très bien, et qui y a des Haïtiens là-dedans autour. Qui sont capables de relever une agence multinationale, qui parfois gagnent là des chèques, mon cas négocier. C'est comme si on parlait de mercenaires pour te faire venir là pour... Non, pas des mercenaires, ce sont des experts contractuels. Et quand tu fais venir un expert... Mais quand nous avons l'argent pour nous payer, alors que gagner des conventions qui signent déjà, leur failli en tant qu'État, lorsque le problème de sécurité dépasse, c'est les Nations Unies qui appellent pour intervenir à la rigueur l'OEA ou bien... Pas vraiment. Parce que les Nations Unies ont dit qu'après initiative, par exemple, lorsqu'on a un agent de sécurité qui vient là, l'agence de sécurité européen, il ne coûte plus que 9 à 10 millions de dollars pendant 3 mois. Et ceci, au cas établi un budget, il y a accompagné police à devant, le secrétaire d'État à la sécurité publique, institutions qui existaient au Canada, institutions qui existaient aux États-Unis, ou bien en Haïti, ou fermées. Et à partir de ce moment-là, on dépensait 9 à 10 millions de dollars sur 180 millions de sécurité des Nations Unies. Bah, là. Oui, les Nations Unies, il ne va pas bon comme ça. Non. Parce que les deux consacrés, lui-même, il est là pour ça. Non, il n'est pas là pour ça. Parce que l'article chapitre 10 là, pas accepté pour le faire ça. Il voulait faire l'homme de le faire. Oui, mais il venu déjà, dit Jean Gardi. Il venu à plusieurs reprises en Haïti déjà. Disons que une seule fois, le ministre de la Vie en 2004, il renouvelait le Conseil de sécurité. Non, mais ça fait de plusieurs fois. Oui, mais le pape là, il est opérationnel, il a moyen pour il possibilité de demander l'autre pays pour participer, et puis pour dire que il pas faire appel, c'est de l'incohérence. S'il t'a dit que il pas faire appel aux agence multinationale, a dit Jean Gardi. Non, c'est pas incohérent dans la mesure où il y a eu MINUSCA en Centrafrique et il n'a pas réussi, il était un problème. Et le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra, il dit qu'ils n'ont pas besoin des Nations Unies pour le venir Conseil de sécurité, d'en faire appel directement à une agence de sécurité multinationale qui est japonais, qui est coréen, qui est chinois, qui est américain, qui est allemand, qui est un peu le monde là-dedans. Et ça, il fait appel directement à elle. Et c'est eux-mêmes qui ont campé devant les Nations Unies pour dire mon fonds là, nous voulons utiliser fonds ça pour payer les gens pendant une période courte pour nous organiser l'élection. Il y a des gens qui sont capables de dire, Jean Gardi, au lieu que pour nous arriver une agence multinationale à l'investir comme ça, pour qu'ils ne soient pas comme ça, puis nous former policiers, nous baillons l'armée des moyens, et puis nous essayons de résoudre le problème à l'haïtienne. Oui, mais à l'haïtienne, ce qu'on a fait, c'est que sur les des experts, c'est comme par exemple pour faire un highway. Highway a besoin d'une dizaine d'experts qui comptent faire highway. Donc pour sécurité, on a besoin maximum 100 personnes. On n'a pas besoin en quantité suffisante l'armée de plusieurs pays, des partenaires internationaux. L'agence multinationale, le concept, c'est avoir peu de gens et utiliser peu de moyens. Ça veut dire que là, au moins des 100 personnes à peu près, on prévoit 10 millions de dollars. Qu'on va prendre là-dedans et on va retirer directement dans les gens qui sont comme les partenaires internationaux. Écoutez, Adi Jean Gardi, nombre de gangs, membres de gangs qui mourent là pendant la période Boakalea, il allait au-delà de 200, il y a plus que 200 qui mourent. Oui. Donc ça veut dire que monsieur en pile. Et regardez que aujourd'hui encore, ils continuent à kidnapper. Donc, vous pensez, bon, c'est vrai que sur le plan professionnel, moun sa yo, sans moun sa audien capable bien formé. Mais effectivement, comptez tout quand même dans l'opération. Bien sûr. Je suis d'accord en partie. Mais je dis que au cas il y a 200 drones dans le monde. Donc, il y a 100 personnes, il y a 1000 drones en circulation en quantité suffisante sur le territoire pour faire travail géolocalisation, computer, ordinateur,
et au gars des zones, et ensuite, vous permettre que chef de section, les AZEC, KAZEC, lié directement avec la Secrétaire d'État à la sécurité publique. Je parle d'un plan d'État, je parle de plan national. Il ne s'agit pas d'un plan individuel. On ne peut pas réfléchir un pays par ses tripes. On ne peut pas réfléchir un pays ad hominem, ça veut dire par ses émotions personnelles. Je pense qu'il faut des stratégies. Et comme dans la guerre, quand tu vas en guerre, tu traces d'abord un tableau de guerre, tu traces les lignes et les endroits où passer et rétablir, bien entendu, la paix et rétablir également la souveraineté de la nation. Donc, quand vous avez aujourd'hui la souveraineté du pays qui est en danger, il faut rétablir cette souveraineté en utilisant certainement des experts au niveau contractuel selon l'administration haïtienne, les contrats déterminés et indéterminés, sous couvert de la Secrétaire d'État à la sécurité publique, qui englobe maintenant, qui travaille avec, bien entendu, la PNH et l'armée. Et là, tu vas avoir maintenant un meilleur contrôle. On ne peut pas exposer seulement policiers et militaires là, sans le bagage. Donc là, maintenant, il y a des moyens. Et après un certain temps, l'agence s'en va, multinationale, et la police et l'armée reçoivent les équipements pour continuer à faire le travail avec les AZEC et les KAZEC pour surveiller le territoire et les différentes sections. Je dis là, on ne peut pas penser que l'armée est beaucoup plus active, en fait, ce que nous avons comme armée. Bien sûr, mais l'armée n'est pas capable de faire un problème, c'est qu'elle n'est pas capable d'aller devant le Conseil de sécurité pour le modèle. Est-ce que nous avons un représentant au niveau du Conseil interaméricain de défense à Washington? Nous pas gagné. Est-ce que nous allons devant l'Institut de l'ONU pour les recherches et le désarmement et le développement? Nous pas voyer personne. Nous préférons Chita faire belle gagonne pour demander blanc vite fait pour nous, ça nous doit faire peut-être nous. Donc il faut une stratégie d'État, il faut une stratégie nationale. Et au niveau du Conseil, je parlais pas seulement du Conseil des ministres, oui, on ne peut pas être des bénis oui-oui. Ça veut dire au président ou au Premier ministre ce qu'il aimerait entendre. Et c'est bon de passer à Radio Métropole pour dire exactement autre chose que ce que ces gens racontent, parce que nous ne faisons pas partie du camp antinational. Alors, on dit que Centrafrique et le Mali, c'est le groupe Wagner. Écoutez, ils ont fait appel à cette agence au départ. Et après la mutinerie récemment en Russie, eh ben, ces gens ont commencé par reculer. Il y a environ un mois. Oui, un mois. Maintenant, mais il y a quand même le groupe Costi qui est toujours en Centrafrique et qui travaille et qui maintient la sécurité parce que les Wagner sont partis et parce que le Centrafrique a dû accepter leur départ de Bangui. Et ça, maintenant, c'est ce groupe, l'agent de sécurité de ce pays qui travaille avec les équipements qui sont fournis à la police et à l'armée. Ce qui est totalement différent. C'est une première initiative, mais aujourd'hui, Centrafrique n'a plus de problème d'embargo sur les armes parce que la MINUSCA est partie avec ses appareils et a laissé l'embargo, alors que justement, ceci a été enlevé. Ils ont obtenu cette affaire. Oui, mais je pense que justement, il nous faut aujourd'hui travailler avec une initiative nationale et ne pas tomber non plus dans des groupes qui seraient antinationaux, qui défendent leurs intérêts. Parce que le groupe Wagner avait défendu ses intérêts en demandant, puisque le Centrafrique ne pouvait pas payer à un certain moment, en demandant l'utilisation d'une mine de diamants. Et ceci a créé un problème avec l'Agence nationale de sécurité. En Haïti, on ne peut pas directement faire appel à l'Agence de sécurité dans la mesure où c'est l'agence de la loi de 1979 prévoit un certain nombre d'actions. Une sécurité, il y a besoin d'une arme pour deux personnes. Ridicule. Il y a besoin deuxièmement pour aller dans le Centre national de tir, il y a fermé. Nous fermons en Haïti. Le Centre national de tir n'existe plus. Donc maintenant, il est difficile pour eux. Au cas où il y a un agent de sécurité nationale qui coordonne avec la Secrétaire d'État à la sécurité publique qui est légale et qui dépend directement du gouvernement. Mais pourquoi ça a été fait, la Secrétaire d'État? Parce que nous avons appris. Nous avons compris ça dans le pays. Et quand vous connaissez, vous savez ce qu'est un pays, vous utilisez ce que vous avez
en termes légaux, en termes juridiques, vous les utilisez, ou pas d'accord avec là, ou réformer. Je crois aux réformes et non pas aux disparitions d'institutions. Et les réformes institutionnelles peuvent aider. Et même s'ils ferment ou carré ouvert. Et les réouverts, même les présenter un chemin en ligne pour rétablir la sécurité dans le pays en utilisant les stratégies sécuritaires que nous avons de police et également de l'armée. Alors, nous pas finir, mais j'en parlais là, et à Disangardi, c'est pas rassurant du tout. Pas bonne l'impression que dans les prochains 6 mois, par exemple, même si étranger est déjà arrivé là, Haïtiens sont capables de circuler. Et bien que nous avons des nouvelles qui disent que la police a renforcé la présence sur le national numéro 1 avec Canaan. Mais on pas laisser me croire que bientôt la Mopcal, Jacques Mel. Non, même pas c'est que ce sont des décisions pour te prendre depuis hier ou en retard. Ça veut dire que si nous prenons des décisions, au lundi, le 6 octobre 2022, pour nous déblatérer devant le Conseil sécuritaire, nous sommes supposés prendre disposition de ça. Qu'on est en 2023, le pays a commencé à gagner sécurité. Et ceci à peu de frais, avec très peu d'hommes, et avec la police, nous rétablit afin de l'arrivée, par exemple, du côté de l'Est, ou bien monter directement la Tibonite, ou leur passer au commissariat chargé à gang, ce n'est pas normal. Il faut protéger nos hommes, il faut protéger la sécurité et protéger la population. Car la sécurité... Pour ça résumer en mots, l'État doit... prendre initiative. Prendre initiative, l'État doit être l'État responsable. Donc, si l'État est responsable, ça veut dire que l'État prend des initiatives dans ce sens là ou capable tout de suite, et ceci, organiser l'élection. Ça veut dire pas bien prendre 3 mois pour faire. Ouais, chita, demain, al chita, voyager, monter, descendre, les Nations Unies, des blancs, vite faire pour ça, mais le fait. Et ça le fait la Kaili, ou aller jeune blanc français, ou jeune Macron, ou aller parler en pile. Parce que Macron, pourquoi il parle? Il reconnaît récemment Kigali, M. Alfred, président Kagame, il dit c'est eux-mêmes qui te fait massacre Rwanda. Il reconnaît. Et ceci, M. Rivé, il fait discours en bas, et Macron dit que il demande pardon. Donc, je n'ai pas besoin d'aider, alors qu'il y a marché, demander pardon. Donc, là, demande pardon, et Kagame dit, monsieur, je suis prêt à faire face. Je suis prêt à faire face à la France, car mon pays, le Rwanda, je vais le remettre sur les pieds pour la sécurité et la prospérité. C'est une déclaration président africain. Au besoin d'être comme ça. Président africain Rwanda. Donc, au besoin d'être comme Kagame, au besoin d'être comme ça, au besoin d'Haïti, comme ça, avec des mondes qui semblaient avec les ancêtres nous, qui semblaient aider nous, grand-père nous, papa nous, et pour mettre pays. Il faut prendre l'initiative maintenant parce que demain sera trop tard. Je finis avec une demande. Avec plaisir. Avec une demande de quelques auditeurs qui pensaient que chaque fois passé là, surtout l'on a mis comme mon petit bail prophétique. Est-ce que pas quelqu'un qui prévoit? Oui, bon, il faut dire que jusqu'au mois d'août, le mois d'août sera un mois chaud, sera un mois difficile. Il faut faire attention. Et ce n'est pas l'occupation. Il commence à faire chaud déjà depuis qu'on est là. Oui, il fait chaud, oui, c'est vrai. Mais ce sera un mois chaud. Il y a canicule là, et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est partout. Ce n'est pas de chaud, ça va parler, non? Non, on a parlé de chaud politique là-dedans. Parce qu'il faudra faire attention. Et le bois calé a commencé, il faut faire attention maintenant à ce que ça ne s'étende pas à d'autres secteurs. Oui, mais il est soufflé là. Oui, il va paraître calme, mais il va remonter n'importe qui l'heure. C'est comme les poissons sortent la tête de l'eau et après ils replongent encore, mais il faut faire attention aux requins. Les requins remontent. Donc il faut faire attention parce que n'oublie pas. Vous pensez que Bois-Caléa est là toujours? Oui, il ne va pas disparaître parce qu'on a n'importe où qu'à circuler et quelques côtés dans Port-au-Prince. Mais ça ne suffit pas. Non, mais écoutez, Bois-Caléa a tellement essoufflé à Disangardi que le kidnapping a commencé. Oui, il a commencé parce qu'il n'y a pas eu un accompagnement de la population, un accompagnement de la résistance. Et la résistance demande des stratégies de combat contre l'insécurité. C'est pour ça que Duvalier a créé le service anti-gang. Est-ce que je dis nous avons un service anti-gang? Non, pas well. Bon, nous avons une cellule contre enlèvement. Oui, mais nous avons des CPJ qui ont frappé. Alors, on est haïtien. Un bon exemple dans l'autre. Je parlé d'un haïtien qui est passé là déjà, qui a dit non à la résignation, oui à la résistance. Je cité ton en 2004, un haïtien, il y a les Mario André Sol,
sont haïtiens qui vivent. Ils pas anti-grand monde. Un jeune garçon qui était paraît là, tu dit blanc, vous voulez débarquer là quand même, on va dépenser 2 500 000 $ sous tête main par jour pour payer les policiers. Moi-même, je demandé pour que les policiers pas mieux à faire comme là, l'autre côté, comme. Côté un déploiement de force de médecine. Déploiement de force nécessaire. Oui, alors, dès qu'on a information ça, on songeait que c'était la fête au sein de la police nationale. Oui. Et des diplomates également, dont de regretter mémoire. Edouard Dilalane, par exemple, j'ai été intervenu pour battre bravo pour l'initiative ça, que les policiers nous sont capables d'aller dans l'autre pays, côté Nations Unies, à déployer des forces de maintien de la paix. Oui. Mais pas jamais suivi, vous le dites? Pas jamais suivi. Pas suivi parce que par contre, considérer monsieur comme rien, il y aurait pour parler de stratégie, parce qu'il y a plusieurs, au cas où équipe ou même en commission, ou bien payer commission, moi des nègres là viennent présenter des stratégies, des plans de bataille contre l'insécurité. Sur les rébus, Mario André Sol, vivant, et il y a une expérience grand monde en tête et il connaît que chaque bouchon, chaque bouteille a un bouchon, chaque pied a un mesure. Demi-jeune a un bouchon. Demi-jeune a un bouchon. Donc, on y a là, il faut faire un plan. Et pour rétablir la sécurité, il n'est pas normal, Jacques Mel. Il n'est pas normal, Jacques Mel dans le carnaval. Il n'est pas normal, monter la Tibonite. Il n'est pas normal, monter au Cap, à faire touriste. Yeah. Donc, il faut absolument maintenant déblayer les routes. Et il faut agir vite. Et je dis là, on est capable de dire plus près de nous là, il faut réfléchir pour aller pour le Canard. Pas même Canard, non, tout près de nous là. Oui. Et Torcelles, Pernier et autres. C'est pour ça que je te dis, au besoin d'une agence multinationale de sécurité qui gagne différents. Et si je venais. Il y a un gars qui n'a pas besoin de ça, non? Et a dit, il y a un gars qui n'a pas besoin d'agence, non? Au besoin d'une agence multinationale qui accompagne certainement secrétaire d'État de la sécurité publique là, qui gagne là dans les polices là et qui gagne moyen parce que l'agence a besoin parce que la police. Oui, mais l'argent pour le balier, investir dans le drone, investir dans le monde, dans son déjà. Mais on est capable de vendre nos drones parce que un problème qui chita depuis George Bush sur question de armes qu'on a importé. Maintenant, si l'agence multinationale là, il a le droit, il a de faire et il a un contrat de 3 mois. Il vient demander au Conseil de sécurité pour bali autorisation pour retirer pour Haïti, c'est comme ton avocat international comprend. Retirer affaire d'embargo sur les armes et permettre que la police joue drone, hélicoptère, etc. Vous pensez que la efficace parce que vous dites que quand il y a d'intéressantes opérations, en tout cas en termes de perspective, si vous voulez, l'opération qui peut le mener, soit on joue des policiers qui informent les gangs, ou là? Oui, mais... Excusez-moi, soit on joue des policiers qui ont informé les gangs, ils disent jetez-nous, ou bien tel bagaille, mais il y a privé sur nous, ou bien on l'ordre qui passe, on contre-ordre qui passe pour négocier battre en retraite, les presque arriver dans le fief gang. Est-ce que d'abord, par exemple, l'autre travail qu'il a commencé à faire, un travail d'épuration, pas au niveau de l'institution policière. Bravo. Mais en dehors de question waiting, nous sommes en train de penser comment diriger un État, comment un État devrait diriger les opérations. Et évidemment, on a toujours des traites, des gens qui sont sous payroll gang, qui parlent deal, mais opération. C'est pour ça que nous avons besoin d'une agence multinationale qui gagne coréen, qui gagne japonais, qui gagne vietnamien, qui gagne chinois, qui gagne américain, qui gagne canadien. Vous mettez à peu près 100 personnes et l'opération par le fait... Mais ça déjà bon, une force multinationale. Non, elle n'est pas multinationale, c'est une agence multinationale. Car la force multinationale comprend plus de 2000 hommes. La force multinationale. Une agence ne dépasse pas, par exemple, ce nombre de personnes que je parlais et laisse ça, il y a même une intervention par donc, il y a moins de milliers? Oh, absolument. Moins de milliers ou une agence? Ou il y a 100 personnes, oui. Ou il y a 100 personnes et il y a même plus en termes d'équipement qui ont multiplié par 5 ou par 10 nombre de drones ou équipements. Donc là, ça, il y a fait opération, il y a acheté même dans un hôtel quelque part et utiliser la géolocalisation, les TIC, les technologies de l'information et à partir de là, il agit sur zone qui a des problèmes, libérer et permettre que les machines montent et descendent, policiers, dans le commissariat, etc. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'est pas simple comme ça.
par rapport à la puissance de feu qui va être peut-être un gang, qui reconnaît que c'est des chefs de gang? Ça dépend de puissance de feu utilisée. Pas oublier que pas l'armée puissante qui n'a rien aux armes. Maintenant, on prend l'armée américaine qui rentre au Vietnam. Il y a une grosse arme, il a perdu la guerre. Et nous dit que ça dépend maintenant de quelle stratégie on mettait en place. Et la France, c'est une grosse arme. Nous gagnons une bataille là. Oui, c'est pas un moment. Ça dépend de stratégie. Oui, c'est pas une période dans tout, a dit. Là, cette agence-là, c'est des militaires pour le gagner ou des policiers? Non, on gagne les deux. Les deux là-dedans. Les deux, également des décisionnaires, des gens qui comprennent. Des cerveaux. Des cerveaux. Qu'on gagne là-dedans. Donc, l'agence Chita, son agence multinationale de sécurité, qui est capable certainement d'opérer et ceci fait face à type de gang. Est-ce que vous croyez qu'il y a des opérations de démantèlement de gangs qui sont possibles aujourd'hui, qui capable de bons résultats? Là, nous connaissons qui gens configurés, côté basé paquet de corridors, couloirs pour passer, pour arriver là-dedans. D'ailleurs, même avec char, nous prenons un char d'assaut, ils envahissent, ils tuent tout policier qui est là-dedans. Oui, mais ce qu'on va dans la guerre, dans l'art de la guerre, les infiltrations, l'espionnage, l'information. Pas de monde qui n'a pas un téléphone en Haïti, je dis, qui a observé. Donc, il faut certainement, je parlais de géolocalisation, je parlais de nouvelles technologies de l'information. Il faut savoir comment utiliser à bon escient, parce qu'à l'époque, nous parlions de la guerre de l'indépendance, pas de gain, pas de Twitter à l'époque, pas de téléphone non plus à l'époque. Mais malgré tout, nous avons des moyens pour le faire. Je dis, nous prévoyons des défunts Hubert de Ronceret, qui était venu en réforme, qui était dans la Constitution en 87, pour gagner ça les AZEC et KAZEC. Ils n'ont pas disparaître. Donc, regardez le nombre de AZEC, combien il y a? C'est 3 qui élus par zone. Il faut voir le nombre de communes et de sections rurales, ou près de 500 sections rurales. Il faut les multiplier et maintenant commencer à monter les assemblées, réunir les gens, et ceci très très vite au niveau des stratégies d'État pour essayer de trouver des solutions d'État. Ce n'est pas l'État qui a fait le protocole. Mais je pense que l'initiative là, les Nations Unies, chapitre 10, prévoit, l'initiative là vient dans l'État. Et également, le Conseil de sécurité des Nations Unies, articles 36 et 37, alinéa 2, il prévoit déjà qu'après l'initiative ça, et pour rétablir la sécurité la caillou, soit pas vite demander autant pris souple, vite fait pour nous, soit fait la caillou. Alors, on dit qui dit que les cousins qui étaient à peine 21 ans dans l'armée américaine, ils travaillent l'année dernière avec les SWAT haïtiens. Ils estiment que SWAT sont capables, mais parfois ils sont forcés de faire leur propre lessive. Oui. Le monde a raison. C'est ça que je dis, il faut payer au bien. Ou pas qu'un rayon blanc pour payer $1 000 américains, soi-disant, pour venir faire sécurité dans le pays, ou dépenser $300 millions pour blanc, pour les gens qui viennent, alors qu'on a dépensé 5 millions seulement pour SWAT, pour tout l'autre nègre. On parle de $600 américains par mois. C'est ça, oui, là-bas, comme agent de sécurité. Donc, pour veiller seulement au bureau. Et puis, l'auditeur dit que ce sont des drones impossibles en l'absence des hélicoptères. Donc, il faut avoir un hélicoptère tout. Non, mais écoute, on est capable de gagner un hélicoptère, mais parfois, les gens qui sautent un hélicoptère. Mais le drone de combat, ça, il y a des drones qui sont faits actuellement en Allemagne, pas dans la guerre Ukraine, nous avons utilisé des drones en pile. Donc maintenant, on a un drone de combat qui est tant qu'un hélicoptère, mais qui est plus petit et qui rentre dans une zone que vous voyez par remote control et vous gardez zone pour le passer et permettre de libérer zone ça pour tout le monde. Donc je pense que l'agence multinationale avec différents experts peut aider la Secrétaire d'État à la sécurité publique, la police nationale et les forces de sécurité du pays. En tout cas, pour nous finir, il y a des auditeurs qui disent que même si semblant de paix que nous gagnons au niveau de la boule, c'est parce que le privé ou encore la population vraiment impliquée qui fait que vous arrivez à bout de Timakak, ce qui fait tout que au moins, le monde est capable de circuler là. Ce n'est pas des décisions gouvernementales et même de l'institution policière. C'est des policiers que nous encadrés, gens sont capables. Absolument, absolument. Et je pense tout pour me finir pour vous, que là, on est dans une zone, parce que l'État parle rien,
Si il y a un business, par exemple, dans le nord ou dans le sud, eh bien, les mêmes agents de sécurité, ça, regarde l'État, s'il a une autorisation, et pour sécuriser du nord là au sud là, et pour permettre que les marchandises passent. Donc, ce qui est totalement, si vous voulez, ridicule, de se laisser croiser les bras, de tomber dans la résiliation. Oui, mais il y a un piège aussi, a dit, par exemple, pour des membres du secteur privé, qui, au lieu d'investir dans la police nationale, bah, gang pour gang, protéger business, et puis plus devant, non, moun sa yo pour le citer comme moun qui a financé gang. Et absolument. C'est pour ça que je te dis qu'au niveau du au lieu d'avoir maintenant que c'est le Parti national ou les gens du Parti libéral qui a contrôlé l'État, c'est l'État pour contrôler le libéral là. C'est l'État pour contrôler le secteur privé, c'est pas le secteur privé pour contrôler l'État. Et je pense que là, nous arrivons en phase côté que les citoyens ont réagi, sorti dans la résiliation pour rentrer dans la résistance. Merci beaucoup, Adi Jean Gardi. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, mais journaliste avant tout, journaliste encore. Toujours. Et journaliste toujours. Ah oui, journaliste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et il y a un journaliste qui disait la même chose, c'est Hubert Beuve-Méry, c'est un modèle à moi. Et Hubert Beuve-Méry a fondé le journal Le Monde et il a dit une fois au général de Gaulle, qui était président de la France, je serai journaliste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci encore une fois. À bientôt. À très bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Adi Jean Gardi était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.